Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Scanner. Alors si vous voulez vous amuser, vous instruire et réfléchir à nos côtés, vous êtes au bon endroit, ne zappez surtout pas. Allez, suivez-moi, on est parti pour près d'1 heure ensemble avec Scanner. Alors j'espère que tout le monde est bien installé parce que comme je l'ai dit, on va passer à peu près 50 minutes ensemble. Alors pour le moment, vous n'avez vu que moi, mais je suis loin d'être la seule. Autour de cette table, il y a trois autres membres de ce qu'on appelle la rédaction, c'est Scanner. Mais Scanner, c'est quoi? Scanner, c'est un média d'expression par et pour les jeunes. Donc en gros, on fait de la radio, de l'écrit, des podcasts, on fait aussi de la vidéo, comme ici sur Vedia. Et donc le but, c'est vraiment de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur et des sujets où on ne leur donne pas souvent la parole. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est ici en vidéo sur Vedia et on va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui interpelle beaucoup les jeunes, mais je vais pas en dire trop maintenant parce que bon, on aime bien garder un peu de suspense chez Scanner et je préfère commencer par un petit tour de table des personnes qui sont autour de moi. Alors, pour commencer, on a celle qui est là quasiment à chaque émission de Génération Scanner, Romane. Romane, comment tu vas aujourd'hui? Bah ça va super, je suis super contente d'être de nouveau là pour une émission. Trop bien. Et du coup, on a l'habitude chez Scanner de commencer l'émission où on pose une petite question qui n'a rien à voir avec l'émission ou quoique elle a peut-être tout à voir, je vais pas trop vous en dire. Mais du coup, Roman, je voulais te demander, donc je t'ai dit que tu avais déjà fait plein d'émissions ici chez Génération Scanner et je voulais voir, est-ce que tu es encore stressé de venir ou ça va maintenant? Bah je suis de nature de base très très anxieuse, donc il y a toujours un peu ce petit stress qui persiste, mais bon, maintenant c'est presque une deuxième maison, donc ça va, franchement, quand on est lancé avec tous les nos beaux chroniqueurs et chroniqueuses, ça va toujours bien. Oui, ça va. Alors, si c'est un peu comme une deuxième maison, ça va. Le stress va pas être trop élevé. J'espère que le stress, il va pas être trop élevé chez notre deuxième chroniqueuse, qui est une petite nouvelle. Héloïse, comment ça va aujourd'hui, toi? Ça va, ça va. C'est vrai que c'est une première ici dans ces studios, donc toujours un peu de stress, mais je sens que ça va bien se passer. Merci. Mais si je me trompe pas, t'as fait déjà une émission au Parlement européen avec Scanner, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube si ça vous intéresse. Et donc, t'as déjà un peu l'habitude d'être en plateau. Donc, est-ce que ça te déstresse un peu ou le stress est quand même bien présent, quoi? Bah oui, du coup, j'ai déjà eu l'habitude d'un peu créer nos chroniques, répéter à l'avance, donc ça enlève un stress d'avoir déjà eu une expérience, mais ça reste tout nouveau pour moi dans ces studios, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. À chaque fois, c'est trop cool et on passe une super émission, donc tu vas voir, ça va être chouette. Et du coup, on a une troisième personne, on a eu deux filles autour de la table, on a l'homme de l'émission aujourd'hui, Richnel. Richnel, comment ça va, toi? Non, ça va, je vais bien, je me porte bien. Juste le froid, le climat qui n'est pas un peu favorable en ce moment, mais sinon, ça va. Ça va? Et toi, du coup, ça fait quelques émissions aussi que t'es là. Du coup, t'es stressé ou ça va aujourd'hui tranquille? Non, je pense que vu que généralement les émissions ou alors pendant les émissions, généralement on aborde les thématiques qui concernent les jeunes et le monde, donc du coup je prends plaisir et voilà, ça devient une habitude, quoi. Pas stressé de toute façon. Je pense que ça va bien se passer. Ah, donc ça va. Comme je vois autour du plateau, un peu de stress, mais pas trop, donc franchement c'est cool. Mais du coup, moi je pose une question par rapport au stress. Parce que le sujet de notre émission aujourd'hui, il est un peu lié au stress. C'est quelque chose qui peut stresser pas mal de personnes, et notamment les jeunes. C'est l'environnement, l'écologie. Mais on va pas parler que de l'écologie, on va être un peu plus précis. Mais on va d'abord commencer par voir l'écologie et les jeunes, comment ça va ensemble, quoi. Et pour ça, on va commencer par une séquence qui est animée par Richnel, et ça s'appelle le pourquoi du comment. Déjà, avant toutefois de commencer, sachant que depuis le départ, nous ne cessons de parler de l'écologie et tout, et comme Emma, tu l'as si bien dit, je vais d'abord passer le bonsoir à tous les téléspectateurs, autant pour moi qui nous rejoignent, et à tous les panélistes aussi en plateau. Donc, l'émission, c'est bel et bien est basée sur l'écologie, et aujourd'hui, la séquence sera intitulée « Le pourquoi du comment ». Donc, généralement, dans cette séquence, je pose 2 ou 3 questions et bien après, en fonction des différentes réponses qui sont données en plateau, j'essaye d'apporter alors ma petite recherche et tout. Cependant, si vous avez remarqué, vous avez des petites tablettes autour de vous et à chaque fois que je pose une question, vous pouvez juste mentionner les réponses et
Et voilà, bien après, on va essayer de débattre et tout, sans toutefois plus tarder, sachant qu'on n'a pas assez de temps. Je vais juste directement tomber dans la première question, quoi. Ok. Ok, vas-y. Donc, selon vous, c'est quoi l'écologie? Ouh là là. Et sachant que voilà, l'émission porte aujourd'hui sur l'écologie, bien que la question ait été posée en plateau, moi également de mon côté, sachant que nous sommes une équipe, j'ai mené mes petites recherches sur le côté, donc bien après, je pourrais apporter ces éléments de réponse pour pouvoir renchérir le débat. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà une réponse et tout. Moi, je peux déjà te montrer. Allez, Moi, j'ai été très... j'ai résumé, quoi. Je veux dire, j'ai mis l'étude et la nature. Parce que pour moi, l'écologie, c'est vraiment étudier les comportements naturels, comment les êtres vivants interagissent entre eux, peut-être aussi les problèmes liés à la nature ou les solutions pour que cette nature aille mieux. Donc pour moi, ce serait ça l'écologie. Bon, je fais peut-être pas une très bonne définition, non, tu me diras, mais pour moi, c'est ça, vaguement déjà, l'écologie. merci beaucoup pour ta réaction. Je ne sais pas si Héloïse, tu as quelque chose. Oui, moi j'ai mis système d'influence de l'humain sur le monde, mais je pense que c'est pas que ça, c'est vraiment tout ce qui influence le monde dans lequel on vit, les écosystèmes, donc que ce soit les animaux, la faune, la flore, mais aussi les humains qui peuvent avoir des conséquences négatives ou positives sur l'environnement. Ok, merci beaucoup. Et toi Moi, j'ai pas été très très originale. J'ai mis l'étude de l'environnement. Mais voilà, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on avait raconté, enfin, ce que les autres ont raconté. Mais voilà, moi, je me suis pas trop mouillée, quoi. En vrai, honnêtement, en plateau, toutes vos réponses sont belles et tout. Et cependant, moi, de mon côté, j'ai eu à chipoter ou alors faire des recherches un tout petit peu sur le net et tout. Donc, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, en abrégé PNUE, l'écologie peut être comprise comme l'étude des interactions entre les organismes vivants et leur environnement, notamment des relations entre les êtres vivants et les systèmes naturels et de l'impact des activités humaines sur ce système. Donc voilà, comme pour dire quoi, l'écologie nous aide à comprendre les liens entre les êtres vivants et leur environnement et à voir l'impact de nos actions l'impact autant pour moi de nos actions sur la nature. Je vais y arriver. Elle sert à protéger les ressources naturelles et à préserver la biodiversité pour les générations futures. Ok. Donc voilà. Et voilà, sans toutefois plus tarder, on va passer directement à la seconde question, quoi. Et la seconde question, c'est la suivante. Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils à l'écologie? Ouf. Ok. Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils à l'écologie? Ok. Moi, j'ai ma Je vois, réponse. vous êtes toutes chaudes et Oh, tout. mais attendez, Attends, il me faut un Romane, peu de temps, moi. Romane, elle écrit pas très très vite. Donc, Non. Vous êtes hyper motivés, ça se voit. si tu veux, on peut déjà Vous pouvez, montrer. vous On pouvez. montre déjà, mais Romane ne doit pas copier. Mais... On a un peu la même chose. Ah, En vrai, honnêtement, je suis un peu... Ouais. J'aimerais bien savoir. C'est la même idée, moi. on est trop connectés, toutes les filles autour du plateau là. À venir, tu Ouais. peux... Je pense que la jeunesse se rend compte plus que jamais que notre avenir est en jeu à cause du réchauffement climatique, que notre planète et surtout juste tous nos systèmes et comment on vit risquent de changer grandement à cause du réchauffement climatique et que c'est un peu pour notre avenir à nous de se bouger, quoi. Non, moi je suis entièrement d'accord. Moi c'est pour ça que j'ai mis futur, c'est parce que on sait que si on fait rien, notre futur il risque d'être beaucoup moins agréable que maintenant en termes climatiques. Et donc je pense que les jeunes ils se sentent concernés parce qu'ils se disent si on veut vivre sur la Terre, faut la protéger un peu aussi, quoi. Et du coup, Robin, tu as quelque chose ou- Moi, en vrai, c'est vraiment les mêmes idées que mes collègues. Mais je pense qu'on a vraiment, oui, je sais pas si c'est parce qu'on est plus soumis à avoir plein d'informations via les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai l'impression pas qu'on s'applique plus, parce que je pense qu'on sait tous, toutes les générations s'appliquent à leur échelle, mais je trouve qu'on essaye en tout cas de faire bouger les choses et de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça, quoi. Vous voyez que, honnêtement, il y a tellement de belles questions en plateau, une fois de plus. Mais voilà, cependant, de mon côté également, j'ai fait, comme je l'ai dit au départ, vous faites vos recherches. Moi également, de mon côté, j'apporte ma touche et tout. Donc, pour répondre à cette question, les jeunes aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à l'écologie pour plusieurs raisons. Comme première raison, parce que déjà, ils ressentent directement les effets du changement climatique. Et selon une enquête qui a été faite par Goodplan, Belgique 2023, 48% de jeunes belges de 18 à 34 ans ressentent de l'éco-anxiété, c'est-à-dire une inquiétude
liées à l'avenir de la planète. Cela montre que les jeunes voient déjà les impacts de la chaleur, la pollution, des catastrophes naturelles, quoi. Et ils veulent également, ces mêmes jeunes veulent également protéger le futur, comme Emma l'a dit tout à l'heure, ou alors Héloïse. Après, il y a une enquête de la Banque européenne d'investissement 2024 qui révèle que 89% ou alors 84% ou alors 94% autant pour moi, des Belges jugent important que le pays s'adapte au changement climatique. Et les jeunes comprennent que l'écologie est essentielle pour vivre dans un environnement sain de demain, quoi. Donc je ne sais pas si par rapport à tous ces chiffres ou alors ces pourcentages qui ont été donnés ici, vous avez une réaction ou alors quelque chose en plateau comme ça. Franchement, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit et je pense aussi que peut-être qu'on dit souvent que les jeunes s'impliquent, mais c'est surtout parce que c'est maintenant que c'est fort médiatisé, maintenant que les scientifiques sont mis en avant et qu'on se rend vraiment compte de tous les changements qu'il y a et des aspects négatifs du changement climatique. Donc c'est pour ça que la jeunesse, on est un peu les porte-parole de ça, parce que ça se passe maintenant en fait. Avant, on n'en parlait pas. Avant, on était dans justement tout ce qui a causé malheureusement là où nous sommes aujourd'hui. Ok, Ouais, merci beaucoup Héloïse. Moi, je trouvais que 48% des jeunes qui avaient de l'éco-anxiété, c'était beaucoup. Je m'en doutais que on est beaucoup en tant que jeunes à s'inquiéter de l'avenir de la planète, mais 48%, je trouve ça quand même énorme. Moi, j'ai pas l'impression que... je sais pas, ça dépend des personnes avec qui je parle, mais j'ai l'impression que dans mon groupe d'amis, il n'y a pas la moitié qui exprime comme ça des doutes pour l'écologie. Bon, pour l'environnement, c'est peut-être parce que, voilà, on n'en parle pas non plus souvent frontalement, mais 48%, ça me semble beaucoup, mais en même temps, je comprends que les jeunes s'inquiètent et je pense qu'autour du plateau, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais moi, ça m'inquiète aussi, je sais pas vous, mais... Mais je pense aussi peut-être, c'est peut-être juste, c'est juste mon avis personnel, mais peut-être qu'il y a un peu cet effet de vague, on va dire, où c'était plus il y a encore quelques années, on en parlait plus de l'écologie, et que finalement on a l'impression qu'il y a d'autres choses qui sont mises en avant et que l'écologie elle est un peu en train de disparaître des débats, moi je trouve. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on peut pas négliger, qu'on peut pas se dire il y a plus important, il y a tel conflit, il y a telle problématique dans le monde. Je trouve que c'est vraiment un élément, un phénomène qu'on doit prendre en considération, mais voilà quoi, on en parle moins, je trouve en tout cas. Et justement, toi, Richnel, est-ce que ça t'a interpellé ces chiffres quand tu les as cherchés, que tu les as lus, genre les 48% ou même les autres chiffres que t'as pu lire? Est-ce que ça t'a interpellé? Tu t'es dit waouh, c'est beaucoup ou pas spécialement? Ça m'a directement interpellé parce que voilà, vous-même vous pouvez bien remarquer que l'environnement, nous vivons dans cet environnement, donc c'est normal que les jeunes de temps à autre s'inquiètent par rapport à ça. Donc c'est vrai, ça m'interpelle également et je me dis, ok, si ces chiffres sont autant élevés, ça veut dire que la jeunesse ou alors le monde s'inquiète sur tout ce qui est notion écologique, quoi. Mm-hmm. Justement, en tant que tu parles du monde qui s'inquiète, des jeunes qui s'inquiètent pour l'écologie, nous aujourd'hui, on s'est dit qu'on n'allait pas trop parler du problème écologique parce qu'on est quand même déjà très au courant de ça, mais nous on voulait plutôt voir les solutions qui étaient mises en place. Et donc on a voulu aller demander d'abord aux jeunes, eux, comment ils agissaient pour l'écologie, et ça on a été les trouver dans la rue, c'est Victoria et Alexandra qui s'en sont chargés, et c'est dans la séquence qui s'appelle le Dans la rue. Salut la team! Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des jeunes pour savoir s'ils réalisent au quotidien des petites actions en faveur de l'environnement. C'est parti! Est-ce que vous faites des petites actions pour préserver l'environnement? Alors oui, j'essaye. Ça passe d'abord par évidemment le tri des déchets, regarder aussi ce que j'achète et me dire en termes de quantité, réfléchir à une meilleure consommation des aliments. Petites, oui, des très petites. Souvent, à mon échelle, c'est un peu compliqué dans le sens où ce que je me fais principalement, c'est faire attention à ce que j'achète, à la quantité de plastique que je jette. À faire le tri, bien sûr, mais ça, j'espère que c'est plus un devoir des citoyens qu'autre chose. Oui, moi, pour manger à midi, je prends souvent des boîtes en verre. Même si je prends des tartines ou quoi, je l'emballe pas, genre avec du cellophane ou tout ça. Non, je mets dans une boîte tartine. Par exemple, j'ai revu ma façon de voyager. J'ai décidé de vraiment limiter autant que possible l'avion. Je me dis, ok, t'as le droit de le prendre maximum une fois tous les 2 ans. Et quand j'arrive à tenir plus longtemps, je suis super fière de moi en mode, ouais, ça fait 3 ans, trop bien. Je suis assez touché par le numérique. Je suis souvent dessus, etc. Donc j'essaye de faire des petites choses à mon niveau, donc que ça soit trier des mails, etc. À premier abord, on ne pense pas que trier ses mails, ça consomme beaucoup, mais ça peut quand même, à grande échelle, faire quand même beaucoup d'économies. Oui,
Genre, par exemple, pour aller à l'école, au lieu d'utiliser la voiture, je vais à l'école à pied. Là récemment, j'ai découvert plus les fripes. Et donc j'essaye d'aller d'y aller plus régulièrement pour essayer de trouver plus de vêtements qui pourraient me plaire. Pour ma part, j'ai l'avantage d'avoir des amis qui sont extrêmement activistes écolos, je dirais. Et alors, à mon échelle, ce que je peux faire, c'est essayer de les soutenir dans leurs actions, lorsqu'ils vont dans des manifestations, lorsqu'ils ont besoin d'un logement, d'action, d'un taxi, simplement aussi. Je suis aussi végane, du coup, ça permet d'être plus écologique. L'autre aspect qui, je pense, a un impact, c'est le fait de limiter, voire supprimer la viande de mon alimentation pour ne pas contribuer à l'agro-industrie et tout ce qui se passe au niveau des animaux. Après, je me considère pas non plus comme un surconsommateur. Mes vêtements, je les change que quand vraiment j'ai besoin de les changer, quand il y a des trous, etc. dedans. Ce micro-trottoir nous montre que chacun à sa manière peut contribuer à la protection de l'environnement. Et vous, qu'en pensez-vous la team ? À la prochaine ! Du coup, moi j'aimerais bien reprendre un peu la question d'Alex à la fin. Elle demande comment les jeunes peuvent agir pour l'environnement. Donc on a vu ici qu'il y avait plein de techniques qui ont été dites. Ils ont parlé de se déplacer à pied, de trier ses mails, de trier ses déchets. Bref, je ne vais pas résumer et redire tout ce qui a été dit. Mais je voulais voir, vous autour de la table, vous agissez comment concrètement pour le climat ? Alors en tout cas, si déjà trier ses mails, pas du tout. Enfin moi j'avoue, malheureusement je sais que c'est pas bien, mais en fait, je sais que c'est pas bien, mais en même temps j'avais l'impression tellement conscience de l'impact que ça pouvait avoir, mais c'est vrai qu'en fait moi j'ai un peu tendance à accumuler les mails, donc en tout cas pas là-dessus. Ouais, je fais comme toi. C'est comme les recherches internet, en fait, à chaque fois ça pollue, et du coup c'est aussi très important avec l'intelligence artificielle qui vient de plus en plus. On se rend compte qu'une recherche sur ChatGPT peut consommer 10 fois plus qu'une recherche sur Google. Donc tout ce qui est internet, tout ce qui est téléphone, malheureusement ça pollue. Donc c'est vrai que c'est important d'essayer de réfléchir à tout ça. Toi, tu t'intéresses beaucoup aussi à ce côté, je vais essayer de faire des recherches éco-responsables, on va dire, de pas trop utiliser ChatGPT ou quoi, ou pas spécialement original? Beaucoup plus Google. Mais après, pour ne pas être redondant sur ce que Roman a dit tout à l'heure, honnêtement, moi, je n'avais pas l'impact ou alors je ne mesurais pas l'importance de pouvoir trier ses mails et tout. Donc voilà. Et t'as d'autres gestes écologiques, parce que du coup on parlait du côté plutôt informatique, mais est-ce que genre quand tu prends à manger, des choses comme ça, t'as des gestes écologiques toi ou pas spécialement? Ouais, vu en tant que quelqu'un déjà de très maniaque, tout ce qui est vraiment salubrité, j'essaye vraiment de faire le max pour que autour de moi ça soit propre et tout, même dans la rue. Déjà moi ça m'arrive d'arriver dans la rue, je trouve un bout de papier et là je ramasse, je mets dans la corbeille juste à côté. Donc moi parfois je me dis ok, mes petites actions et tout, forcément ça touche quoi, ça apporte une petite touche. Et du coup tu parles de petites actions, est-ce que vous pensez autour de la table que ces petites actions ça peut vraiment avoir un impact sur le climat, ou c'est un peu des actions vaines, on va dire entre guillemets? Je sais pas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Évidemment que nos actions individuelles, elles sont importantes. Rien aussi que par le fait, on est tous citoyens, on doit avoir conscience de ce qu'on fait à l'environnement. Mais ça va de pair avec, pour moi, un changement systémique et on a besoin de politiques qui nous suivent. Sinon, on ne sera pas évolué correctement. Donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux petites actions, je pense que généralement, il n'y a pas de 2 sans 1. Donc, ça veut dire quoi? Si forcément, déjà, il y a une personne qui pose l'acte, et après la deuxième personne, du coup, au fur et à mesure que lorsqu'il y a une multiplicité ou une multitude de personnes qui posent ces actes, forcément, directement, ça a un impact, quoi. Donc, ça permet en sorte quand même que l'environnement soit propre et sain et tout. Et pour vous, ces actions écologiques, elles sont accessibles à tout le monde, ou il faut d'office avoir quand même un certain portefeuille pour les faire? Peut-être pas ramasser les déchets, comme tu disais, quand tu envoies à la terre, mais est-ce que, ça peut être bête comme idée, mais avoir ne pas prendre de l'alu, mais prendre une boîte à tartines, tout ça, est-ce que vous trouvez qu'il faut d'office avoir un peu d'argent quand même pour le faire, et que c'est accessible à tous ou pas forcément? Si, justement, moi je pense que c'est vraiment accessible à tous, et qu'en fait, dès le départ, avoir des actions écologiques peut aussi être des actions économiques. Okay. Le fait de manger moins de viande, on sait que ça pollue du coup beaucoup moins, toute l'eau, etc. de la consommation de viande. En fait, ça coûte cher la viande, et donc on diminue la consommation,
c'est bien pour le portefeuille aussi. Et pareil, à titre d'exemple, moi j'essaye un maximum, ça fait plusieurs années que je me suis mis comme ligne directrice d'acheter des vêtements qu'en seconde main. Ok. Et ça aussi, ça peut être un coût réduit dans les finances. C'est ça. Roman, toi, t'es d'accord ou tu penses que c'est quand même limité, on va dire, les personnes qui peuvent agir? Je pense que ça dépend pour pas spoiler après ma séquence, mais il y a certaines fois où parfois, chercher à être dans plus l'écologique ou peut-être plus l'éthique, etc., plus locaux, ça peut coûter plus cher. Même par exemple, moi en tout cas, j'ai l'impression que le bio, parfois, par exemple, on voit que c'est pas encore accessible malheureusement pour tout le monde, qu'il y a quand même une petite différence des prix. Mais par exemple, tu disais, la boîte à tartines, la gourde, t'achètes entre guillemets une boîte à tartines, une gourde, tu peux le réutiliser, que de tout le temps devoir acheter plein de bouteilles en plastique que tu n'arrêtes pas de renouveler, c'est pas écolo. Et en plus, je sais pas si vraiment c'est plus rentable que d'acheter, au moins t'achètes ta gourde, tu l'as pour je sais pas combien de temps, mais à certains temps, quoi, en tout cas. C'est ça. Et si justement, il y a des petites actions, pas toutes, mais des petites actions qui sont, on va dire, accessibles à tous les portefeuilles, pourquoi est-ce que vous pensez que les gens, ils font pas l'effort de le faire? Est-ce que vous avez un avis? Pourquoi les jeunes ou même les adultes, ils ont pas envie de prendre une gourde, de faire des petits gestes écologiques plus souvent? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question d'habitude. C'est très compliqué de changer nos habitudes. Il faut avoir vraiment une énorme motivation à le faire et même réussir à passer le pas. Et en même temps, il faut avoir conscience de tout ce qui se passe. Et malheureusement, l'accès au vrai impact des choses du quotidien, je suis pas sûre que tout le monde l'ait. Évidemment, on peut le faire en faisant des recherches. Évidemment, on a quand même beaucoup parlé d'écologie. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Roman, ces derniers temps, on parle moins du changement climatique. Donc, un accès à l'information aussi. Ok. Richnel, t'es d'accord? Toi aussi, tu penses que c'est surtout ces deux raisons-là, le fait de pas adopter de bonnes habitudes et de pas s'informer assez, qui fait qu'on fait pas forcément des gestes écologiques? Ou est-ce que ça pourrait juste être la flemme, entre guillemets? Après, la flemme, je vais réutiliser ce mot parce que voilà, lorsque tu te dis, la flemme, ouais. Mais cependant, je pense qu'il va falloir, il y a un travail de fond qui doit être effectué sur nous-mêmes. Donc, pour dire, OK, aujourd'hui, je commence une action ou alors un geste et j'essaie de pouvoir multiplier ce geste au fur et à mesure. Et après, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude de pouvoir dire que, OK, je vais prendre une goutte et l'utiliser tous les jours, c'est un peu compliqué, quoi. Et comme pour rejoindre également ce que Héloïse disait tout à l'heure, l'accès à l'information, il faut sensibiliser et tout. Je pense que au fil du temps, toujours sensibiliser, ça éveille les consciences, quoi. Justement, comme tu dis, Richnel, tu viens de parler de s'informer, c'est un peu ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à deux grands domaines, l'habillement et le voyage, et de voir comment on pouvait conjuguer ça avec l'écologie, avec des moyens plus écologiques de le faire. Et donc, on va commencer avec Héloïse. Héloïse qui va faire sa première séquence. Héloïse, elle va faire une séquence qui s'appelle le versus. Le fait de prendre l'avion ou non revient souvent dans les débats sur le changement climatique, mais qu'en est-il vraiment? Je me suis basée sur un article de la revue scientifique Global Environmental Change pour faire un résumé de l'impact de l'avion sur le changement climatique. De nombreuses sources disent souvent que l'aviation impacte à 2,4% au niveau des émissions de dioxyde de carbone d'origine humaine. Sauf que ces sources ne prennent pas en compte les aspects polluants de l'avion non liés au CO2, comme par exemple les traînées de condensation. Donc si on prend en compte tous les aspects polluants de l'avion, on peut estimer à plus ou moins 7,2% d'impact de l'aviation sur le changement climatique. Oui, quand même. Donc on se rend compte que l'avion a un impact sur le changement climatique. Ouais. Mais lorsqu'on se concentre sur la fréquence de la population mondiale qui prend l'avion ou non, on se rend compte que la majorité des êtres humains n'ont jamais pris l'avion. Et que ce sont souvent ces mêmes personnes qui sont responsables des conséquences négatives du changement climatique. En effet, à l'appui, j'ai pris des sources scientifiques qui montrent que 11% de la population mondiale a pris l'avion en 2018, contre 89% ne l'ayant jamais pris. Oh oui, ok. C'est quand même beaucoup. Et seulement 1% de la population mondiale représente des voyageurs fréquents, qui représentent à eux seuls plus de la moitié des émetteurs de CO2 liés au transport aérien. Ok, oui. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que quand on fait partie de la population ayant un accès facile à l'aviation, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire de le prendre ou si on peut trouver des alternatives. C'est pourquoi j'ai fait une comparaison train versus avion d'un voyage de Toulouse à Bruxelles.
j'ai pris la date du 26 janvier 2026 en imaginant un ou une étudiante qui souhaiterait partir en vacances après ses examens. Ah oui. Et du coup, on peut voir sur le tableau que dans la première option, la personne devrait prendre 2 trains différents et changer de gare à Paris en prenant le métro. Donc ça la ferait partir plus ou moins à 7h38 de Bruxelles midi pour arriver à 15h48 à Toulouse-Matabiau. Donc un trajet de 8h10. Pour l'avion, le trajet en tant que tel, ça serait 1h40. On peut rajouter les 2 heures d'attente obligatoires à l'aéroport, donc un trajet moyen de 3h40. Concernant le portefeuille, pour les 2 trains et le métro, c'est 69 € en tout. Ok. Pour l'avion, sans bagages, 91 € et avec bagages en soute, 141 €. Mais ça, c'est pas toujours le cas que l'avion est plus cher. Parfois, en Non. fonction des destinations, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est en fonction des destinations. Et en fait, le kérosène qu'on met dans l'avion n'est pas taxé. Donc souvent, l'avion revient quand même moins cher. Mais là, j'ai voulu être sincère et c'était ma recherche. Et du coup, non, bien sûr, ça bien sûr. revenait à ça. Et du coup, ce qui nous intéresse ici pour l'écologie, l'impact de CO2. Pour calculer le bilan carbone, j'ai utilisé un site internet Impact CO2. Les 2 trains et le métro ensemble, c'est 5,65 kg de CO2 équivalent contre 189 kg de CO2 équivalent pour l'avion. Ici, l'unité utilisée a été créée par le GIEC et du coup permet de comparer différents gaz à effet de serre sous l'unité CO2 équivalent. Ok. Donc dans l'exemple que je viens de vous donner, on se rend compte que pour ce trajet, l'avion pollue 33 fois plus. Est-ce que vous êtes étonné par certains des chiffres que j'ai donnés? C'est vrai que je savais que l'avion polluait beaucoup plus que le train et tout ça, mais 33 fois plus, surtout que le trajet est quand même petit, quoi. Je veux dire, c'est Bruxelles-Toulouse, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, je veux dire, c'est quand même pas... ça me semble pas énorme comme trajet, et me dire que ça fait 33 fois plus que le train, moi je suis quand même un peu choquée par ça, même si... Mais donc juste pour rebondir, souvent les personnes ont cette réflexion de court trajet moins pollué, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est le décollage et l'atterrissage qui polluent le plus, qui polluent beaucoup en tout cas. Richnel, peut-être des... Ouais, en fait, moi je savais, j'ai eu cette information par, je pense, il y avait un événement qui s'est produit et tout par rapport à, il y avait un pilote, je pense, qui avait décidé de démissionner parce que lui ne parvenait plus à supporter tout ce qui se passait et tout. C'est vrai, je n'avais pas ces chiffres de 33% et tout. Donc voilà, je savais bien que l'avion polluait beaucoup plus, mais pas à 33%, quoi. Et par rapport à l'événement du pilote et tout, voilà. J'ai directement compris qu'il y a quand même beaucoup qui se soucient. Et c'est peut-être aussi intéressant de réfléchir aux avantages et inconvénients de prendre les transports dits plus durables, comme le train ou le bus, par rapport à l'avion. Je sais pas si Roman, tu aurais un avis par rapport à ça? Moi, je trouve que j'ai pas beaucoup pris l'avion dans ma vie, à loin de là, mais je trouve que moi, ce que j'aime bien par rapport au train, peut-être, on va pas parler du bus parce que le bus c'est un peu une autre histoire, mais le train, je trouve qu'il y a un aspect un peu paisible et tout, donc je sais pas si c'est vraiment un vrai avantage, mais moi en tout cas, je trouve que ça a une atmosphère assez particulière parce que soit tu écoutes de la musique, tu lis tes livres, même tu peux travailler et tout, tu es dans le train tranquille et tu vois un peu les paysages et tout, que l'avion aussi, évidemment, tu peux regarder les nuages, mais je veux dire, c'est plus redondant. Et tu sais qu'au moins, tu fais une petite action écologique en justement prenant le train. Tu te dis que finalement, tu avances tout seul, tu peux faire tes petites activités, tu peux admirer ce que tu vois. Donc, c'est bien. Mais en même temps, moi, je suis d'accord avec ce que Roman dit. Et j'ai très peu pris l'avion, mais en même temps, je me dis que quand tu es étudiant, je suis plus étudiante depuis peu, mais quand tu es étudiant et que tu as 10 jours, une semaine de vacances, tu as vite envie d'être sur le lieu. Si tu pars au Portugal, je sais pas combien, et si c'est vraiment possible d'y aller en train, je pense que ça prendrait très longtemps, mais je me dis que quand t'es en vacances et que t'as peu de temps, t'as envie d'être vite sur le lieu, donc je comprends bien que c'est beaucoup moins écologique, et franchement, moi je prends très peu l'avion, mais je comprends que certains étudiants ou quoi, ils se disent vas-y, comme ça je suis vite sur mon lieu de vacances et je peux direct profiter, donc voilà. Ouais, c'est tout la complexité de ce sujet, et de plus en plus on essaye d'aller vers le voyage lent, et du coup se rendre compte que le fait de voyager, c'est déjà les vacances en soi, pour pas faire des fast vacances et d'avoir tout de suite. Et du coup le fait de prendre le train, tu rencontres des gens, tu peux t'arrêter à d'autres destinations, mais en effet, il faut le temps, ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire à titre personnel, c'est que quand je suis en Europe, j'essaye de voyager en transport. Et si jamais j'ai vraiment l'envie ou la nécessité de quitter l'Europe, là, l'avion. C'est vrai que
En plateau, vous avez pratiquement les mêmes réponses et tout, mais moi personnellement, je suis beaucoup plus avion parce que en vrai, je ne supporte pas les voyages à longue distance et tout. Donc, et au niveau du coût également. Cependant, si les États pouvaient ramener en fait les tarifs, les mêmes tarifs que nous avons par exemple au niveau des trains, comme par exemple avec certaines compagnies où tu peux faire Bruxelles. Paris à moins de 20 euros. Au niveau des avions, ça allait être. Au niveau des trains, autant pour moi, au niveau des trains, ça allait être nickel, quoi. Donc, mais moi, sur le plan personnel, je suis pas tellement train parce que parfois, moi, je trouve ça quand même un peu chiant, parfois, de pouvoir changer les trains et tout. C'est ça. Moi, j'aime pas. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que, comme tu dis, il y a quand même des tarifs avantageux pour les jeunes et tout ça. Donc, c'est vrai que pour les trains et tout ça, donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose pour nous inciter un peu plus, comme tu disais aussi, à prendre les transports plutôt lents, un peu plus écologiques. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi, quoi, même s'il faut avoir le temps et tout ça, quoi. Mais... Bah, y a moyen de rendre ce trajet plus chouette et amusant. Par exemple, c'est un peu bête, mais en mettant des restaurants dans les trains ou quoi. Pour les personnes qui recherchent un confort, par exemple, comme tu dis, Richnel, je pense qu'on peut trouver un juste milieu pour essayer de plaire à tout le monde tout en n'impactant pas l'environnement. Ouais. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la dernière question. Est-ce que vous avez des petits conseils pour essayer de voyager plus durablement ? Bonne question. C'est vrai que moi, je dirais d'essayer de limiter les transports en avion, les voyages en avion. Mais à part ça, c'est vrai que le train, comme Romain disait, ça peut être chouette. Et c'est vrai qu'il faut déjà, je pense, peut-être presque changer de philosophie et de se dire que un petit moment en train avec ses potes ou quoi, c'est sympa aussi, quoi. Même si c'est beaucoup plus lent, je pense que c'est peut-être un changement de philosophie et de façon de voir les choses qui peuvent déjà faire qu'on agit plus écologiquement, on va dire. Et moi, peut-être, un petit conseil, mais bon, c'est pas applicable dans toutes les situations, mais par exemple, quand on doit aller chercher dans un magasin près de chez nous, ou bien qu'on est dans la ville et qu'on a un peu la flemme de marcher pendant 1 kilomètre pour aller d'un lieu à l'autre, plutôt se dire, allez, je prends mon courage, je prends un peu de temps pour aller marcher, comme ça en même temps on fait notre petit sport de la journée. Et c'est pas plus mal que finalement, parfois on tourne pendant des dizaines de minutes pour trouver une place de parking, et puis finalement on voit qu'on a usé plein... bref, voilà, vous avez compris. En gros, marcher, c'est bien, marcher. C'est sur ces beaux petits mots qu'on va terminer cette séquence sur le voyage. Marcher, c'est bien, effectivement. Et donc, on a vu comment voyager de manière un peu plus responsable, écologique, mais on va également voir comment se vêtir de manière plus écologique. Et ça, on va le faire avec toi, justement, Romane. Et on va le faire dans cette séquence qui s'appelle le « D'accord, pas d'accord ». Oui, donc le d'accord, pas d'accord, c'est assez simple. Je vais simplement vous dire des affirmations, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et donc, comme tu disais, Emma, on va parler un peu de se vêtir, comment s'habiller de manière un peu plus écologique. Mais alors, avant de vous poser vraiment, de vous poser une première affirmation-question, je vais d'abord vous montrer une petite vidéo qu'on a préparée, et après je vais avoir vos réactions dessus, mais d'abord on va regarder la petite vidéo. Et donc, merci déjà, Védia, d'avoir préparé gentiment cette petite séquence, en tout cas ce petit montage. Mais du coup, j'aimerais bien avoir un peu vos réactions autour du plateau. Est-ce qu'il y a une image qui vous a peut-être un peu interloqué, j'arrivais pas à trouver le mot, interloqué ou choqué, etc. Moi, c'est vraiment la benne remplie de vêtements. Voilà, ça me choque.
Ok, oui, c'est compréhensible. Moi, les individus, je sais pas si c'était un magasin Shein, je sais pas trop, donc ça a attiré mon attention, quoi. Ok. Moi, je dirais, mais en sachant maintenant, peut-être que je l'ai fait déjà par le passé, mais en sachant les problèmes écologiques qu'il y a, c'est la personne qui avait tous les habits comme ça dans ses bras avec tous les cintres pour aller les acheter. Je me dis que ouais, maintenant, peut-être qu'avant, ça m'aurait pas spécialement interpellée, mais là, je me dis, ah. Ouais, tu vois qu'il y a un petit problème. Et ben justement, c'est un peu. Donc, cette séquence, elle montrait aussi des choses positives pour un peu revenir dessus. Par exemple, c'est peut-être mon côté d'architecte qui parle un peu, mais on voyait justement une jeune femme qui avait créé justement des briques à partir de vêtements. On voit les 3R qui font justement du recyclage, etc. Donc on voit qu'il y a un peu de tout, mais c'est vrai que ce qui ressort aussi, évidemment, c'est le côté négatif. Et c'est ça aussi un peu le but de cette séquence, c'est de montrer justement un phénomène qui est assez récent, mais quand même persistant, qui est la fast fashion, voire l'ultra fast fashion. Ça, c'est encore plus récent. Donc peut-être pour vous expliquer en quelques mots, avant de vous poser une première question, la fast fashion, c'est une mode rapide et jetable qui a inondé les marchés de ses multiples collections depuis 1990. Et donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près, la fast fashion, c'est environ 52 micro-saisons par an. Donc c'est énorme, alors que d'habitude, on est plutôt aux alentours de 2. Ah oui, oui. Et l'ultra fast fashion, c'est encore plus récent et c'est encore plus extrême. Et on voit finalement que ça pousse à l'extrême la surproduction. Et il y a des impacts catastrophiques, comme on pourra peut-être en parler juste après. Et donc, juste pour vous donner quelques infos en plus, l'ultra fast fashion, il y a plusieurs critères qui font que justement on considère ça comme de l'ultra fast fashion. C'est notamment un rythme de production et de distribution extrêmement court et important, une mise sur le marché extrêmement rapide parce qu'on voit un renouvellement quotidien des articles. Il y a des prix qui sont de plus en plus bas pour justement attirer des gens. Et il y a aussi, c'est presque exclusivement en ligne aussi. Okay. Donc voilà, c'est un peu des petits chiffres, vu que vous savez que j'aime quand même bien donner des petits chiffres. Mais maintenant, je veux un peu avoir votre avis. Madame Chiffre. Oui, c'est ça. Alors, moi, ma première affirmation, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre aux besoins des acheteurs et des acheteuses, le secteur textile, il est contraint de proposer en permanence des nouveautés. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Ah, je vois que Héloïse fait non de la tête. Est-ce que tu veux développer ? Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que justement par rapport à la benne remplie de vêtements, il y a déjà assez de vêtements sur Terre que devoir en produire en masse et en quantité énorme à longueur de temps. Je pense qu'il suffit de sortir dans la rue, d'aller dans une friperie et on trouvera des vêtements super stylés, super beaux. Donc si on aime bien la mode et qu'on aime bien acheter des vêtements, il en existe déjà assez que pour acheter sur des marques d'ultra fast fashion. Ok. Emma et Richnel, vous êtes d'accord avec ça ? Bah moi, pas tout à fait. Je suis d'accord personnellement qu'on n'est pas obligé d'avoir plein de nouveaux habits tout le temps. Mais je me demande si en fait la mode, elle est pas un peu... Ta question, c'était quoi exactement, Rodine ? C'était, est-ce que pour répondre aux besoins des acheteurs, le secteur textile est contraint de proposer de nouveautés ? Bah du coup, pour moi, les acheteurs... je veux pas dire qu'ils exigent un peu d'avoir constamment des nouveaux vêtements, mais pour moi, ils obligent un peu la mode, d'une certaine manière, à se renouveler très très vite. Et je pense qu'il faut changer les mentalités, même si la mode est un peu complice aussi, parce que c'est elle aussi qui fait que elle laisse faire, quoi. Si tous les acteurs de la mode décidaient d'un coup de dire non, nous on essaie de faire plus écologique et de produire moins, les acheteurs seraient bien obligés de s'adapter. Donc moi, je suis plus mitigée. Je me dis que ouais. En vrai, s'il y avait possibilité de dire oui, pas d'accord, oui, d'accord, j'allais le faire. Mais cependant, moi, je vais rester sur le plan personnel. Je suis pas d'accord. Oui, moi non plus. Mais après, comme on dit, nous sommes dans un monde qui évolue permanemment et tout. Et comme on dit en économie, il y a ce qu'on appelle la demande et l'offre. Donc forcément, les acheteurs, les concepteurs, ils n'ont pas le choix parce que si à chaque fois, en coup de journée, ils reçoivent une pression de fou, on a besoin de tel article, ils sont forcés de pouvoir concevoir, quoi. Peu importe déjà la quantité qui se retrouve. Mais je pense que c'est aussi une bonne chose de pouvoir déjà prendre déjà ce qui a été créé ou alors ce qui a été conçu et faire tout ce qui est tri et tout. Et j'ai suivi une émission, je ne sais pas si une émission de Chevedia qui mentionnait ça et tout. Donc, je pense que c'est vrai, il y a déjà des vêtements qui sont là. Si on pouvait trier puis ramener, créer un secteur friperie comme ça se fait déjà, ça allait être chouette, quoi. Mais après, on doit répondre à la demande et l'offre parce que c'est l'économie, quoi.
Est-ce que c'est peut-être, vous pensez, un problème, entre guillemets, de non-conscience de l'impact que peut faire justement le secteur textile par rapport à l'écologie, vous pensez? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je suis pas sûre que tout le monde est conscient quand il achète un vêtement de tout l'impact qu'il y a derrière. Et en plus de ça, il n'y a pas que l'impact écologique, il y a aussi l'impact humanitaire. Ces vêtements, ils sont faits dans des conditions vraiment compliquées. Et je pense que si les personnes étaient vraiment conscientisées à ça, elles diminueraient. Et encore une fois, offrir la possibilité d'aller ailleurs. On ne demande pas aux personnes de plus s'habiller, on leur demande juste de changer leur manière de s'habiller. Et voilà. Ben, c'est vrai, justement, pour encore redire quelques petits chiffres, que bien évidemment, l'impact de l'ultra fast fashion, il y a le coût humain, comme tu disais, avec les conditions finalement qui sont très mauvaises. Mais il y a aussi l'eau qui va être utilisée pour les vêtements, qui est très important. Les articles qui vont être plus polluants, par exemple, un jeans ordinaire, il sera 11 fois moins... il y aura 11 fois moins d'empreinte carbone qu'un jean de la mode éphémère. Il y a aussi le fait que ça produit beaucoup de déchets textiles, comme on disait. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'impact. Et donc, voilà, je trouve que voilà. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais je pense que pour pas non plus rester dans trop le morose, on va un peu voir une autre question parce qu'on n'a pas non plus envie de finir déprimé après notre émission. Et justement, je voulais savoir, est-ce que vous, pour un peu lutter contre cette ultra fast fashion, vous avez des alternatives pour lutter contre ça? Est-ce que vous pensez qu'il en existe assez? Je pense qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir lutter parce que déjà, moi, sur le plan personnel, je préfère déjà me dire, OK, que d'acheter des vêtements moins chers plusieurs fois. Il est préférable de pouvoir peut-être, OK, dire que je vais mettre l'argent de côté sur une grande durée ou alors sur une longue durée autant pour moi et me dire, OK, que de m'offrir plusieurs vêtements à 5 €. Je préfère me permettre de prendre un vêtement peut-être à 100 € et tout. Ça, c'est sur le plan personnel, quoi, parce qu'après, tout le monde n'a pas le même portefeuille. Donc, voilà, moi, c'est ma manière de lutter un peu. Donc, voilà. Et toi, Héloïse, en quelques mots, parce qu'après, on a une petite surprise, donc il faut laisser un peu de temps. Est-ce que toi, tu as des alternatives justement pour lutter contre cette ultra fast fashion? Du coup, comme j'en ai déjà parlé beaucoup, les vêtements de seconde main, aller en friperie, aller au Petit Rien, aller chez Emmaüs en France, et les sites de seconde main en ligne comme Vinted, mais il y en a d'autres, et aussi sur des sites en ligne comme Facebook, Instagram, il y a des groupes qui se forment d'échange de vêtements, il y a aussi des donneries, il y a les brocantes, il y a plein de façons. Super. Et je sais pas si tu as le temps ou tu crois qu'on passe directement à la vidéo. Je pense que justement, tu avais une petite vidéo avec... Justement, on l'a fait ensemble, donc je peux peut-être en parler. T'as une petite vidéo où on a vu une créatrice qui faisait de manière plus écologique les vêtements, mais je te laisse en parler peut-être, mais c'est vrai qu'on peut peut-être parler de ça maintenant. Oui, du coup, il y en a bien sûr plusieurs, mais nous, on a choisi d'aller interroger Julia Azé, qui fait Lunatic Shop, donc à Liège. Et donc, on voulait un peu voir, on va pas vous gâcher la surprise, vous allez voir ce qu'elle fait, mais on voulait un peu voir comment elle fait pour justement lutter et pour se vêtir de manière écologique. Donc, je vous propose qu'on regarde la petite vidéo ensemble. Moi, je m'appelle Julia, j'ai 28 ans, j'ai fait des études de graphisme et pendant le confinement, je me suis mise à la couture avec le matériel de ma grand-mère. Et donc en octobre 2023, j'ai lancé Lunatic Shop, qui est une marque de vêtements upcyclés. Donc je récupère des tissus ou des vêtements de seconde main et j'en fais de nouvelles pièces et toujours très colorées. Pour moi, c'était important de partir de matières déjà existantes pour pas participer à la surconsommation et il y a déjà assez de textiles présents sur Terre. Donc moi, en cherchant des alternatives plus écologiques et des alternatives à la fast fashion, j'ai commencé à faire d'abord pour moi et puis je me suis dit pourquoi pas le proposer aux autres, proposer des alternatives justement. Je pense que ça peut être déjà un petit geste, même si on ne transitionne pas entièrement toute sa garde-robe vers des alternatives plus éco-responsables, mais de faire une petite pièce de temps en temps, ça permet déjà de faire vivre les artisans et artisanes locales, et puis de commencer à voir un peu ce que c'est et comment est fabriqué un vêtement derrière et l'humain qu'il y a derrière. Je pense que tout le monde peut faire un geste écologique pour s'habiller. Déjà, il y a la seconde main, il y a de plus en plus de créatrices et créateurs qui font de l'upcycling. Et c'est sûr qu'on est habitué à avoir des vêtements à des coûts vraiment très très bas. Donc c'est aussi un travail de sensibilisation, de montrer que peut-être on va acheter moins de pièces, mais ce sera des pièces plus qualitatives qui vont durer dans le temps et qui vont passer peu importe les modes.
Je pense que le plus important, c'est de se renseigner sur comment sont faites les choses et voir si on est en accord avec ça par rapport à nos valeurs. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu l'autruche par rapport à comment sont faits les vêtements en fast fashion. Et c'est vraiment important de se renseigner un maximum et après, de potentiellement chercher des alternatives. Et donc c'est sur cette chouette vidéo et sur cette chouette initiative qu'on va clôturer ta séquence, Romane, parce que le temps avance vraiment vite et donc on arrive déjà tout doucement à la fin de notre émission. Oh, ne soyez pas si déçus autour de la table. Mais donc on va quand même clôturer par une dernière séquence qu'on fait habituellement et cette séquence, ça s'appelle le What's Next. Alors, en gros, le What's Next, le principe, il est vraiment très simple. Je vous ai demandé de me parler d'une initiative écologique parce qu'on aurait pu encore parler de plein de choses. Mais donc ici, je voulais que vous me parliez chacun d'une petite initiative écologique que vous vouliez partager. Et donc, je sais pas qui a envie de commencer. Romane, tu veux commencer? Vas-y. Donc oui, moi j'ai décidé de continuer un peu dans les vêtements. Je vais vous parler de l'ASBL Terre qui donc lutte pour plus de solidarité, d'égalité entre les personnes et aussi de respect pour l'environnement. Et donc Terre, une de ses principales missions, ça va être de récolter via des bulles les vêtements. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces bulles? Comme ça, un petit cours un peu pratique, on peut mettre des vêtements pour dames, hommes, enfants, des chaussures attachées par paire, des accessoires et aussi du linge de maison. Mais attention, il faut que tous ces vêtements soient dans un sac bien fermé et hermétique pour les protéger de l'humidité, sinon ça ne fonctionne pas. Et alors, vous pouvez les mettre dans la bulle, mais si la bulle est surchargée, il ne faut pas les mettre, ça ne sert à rien, ça va embêter plus qu'autre chose Terre. Et donc, voilà, il va après y avoir de la revalorisation, on va notamment vendre en gros à petit prix donc les vêtements, on va aussi les transformer, donc c'est pour donner une seconde vie aux vêtements. Oui, d'ailleurs, Vedia a sorti une émission récemment aussi où on a le directeur de Terre qui parle de ça, si je ne m'abuse. C'est ça, il y a une vidéo, c'est au cœur du débat, donc c'est sur Vedia, donc vous pouvez la retrouver pour un peu plus voir en profondeur ce que c'est Terre et l'émission. Mais du coup, on a parlé de ton initiative avec Terre. Toi, Héloïse, tu vas nous parler, si je ne m'abuse, d'un point d'attention que tu voulais soulever, c'est ça ? Oui, tout à fait. Moi, je voulais parler du fait que, en fait, l'argent qu'on met dans nos banques, les banques, elles les investissent dans des entreprises qui, malheureusement, généralement, ne sont pas toujours en accord avec le climat et avec les droits humains. C'est pourquoi c'est intéressant de se renseigner sur où va l'argent qu'on met dans nos banques. Normalement, elles sont censées le dire sur leur site, mais il y a souvent des points d'ombre. Et donc, au plus il y a de points d'ombre, au plus ça pue. Et par exemple aussi, pour continuer à parler d'écologie, Oxfam a sorti une étude dans laquelle ils expliquaient que 1 500 € mis sur notre compte peut amener à polluer jusqu'à 1 tonne de CO2, ce qui est énorme. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur où va l'argent de vos banques et pourquoi pas à aller dans des banques plus éthiques et humanitaires, il y en a. C'est vrai que c'est pas mal de se renseigner. Et toi, justement, Richnel, c'est quoi ton initiative en quelques mots ? Après, mon initiative, sachant que depuis le départ, on parle du monde, on parle de l'écologie et tout, et vu que l'environnement, c'est nous, ça nous concerne directement, moi, j'interpelle la population à faire preuve de plus de responsabilité. Et voilà, tout ce que je vais dire ici a déjà été dit durant l'émission. Tri des déchets, éviter peut-être... de la surconsommation et tout. Donc voilà, je vais pas être long parce que tout a déjà été dit en fait. Justement, moi j'ai aussi essayé de faire l'exercice et moi j'ai trouvé une chouette plateforme qui parlait un peu justement de ces petits gestes dont tu parlais, Richnel. Cette plateforme, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, elle s'appelle Neo et Nea. Et donc c'est une plateforme, j'ai trouvé à partir d'un article de la RTBF et en fait elle fait plein de choses. Mais une des choses importantes qu'elle fait, c'est qu'en fait elle fait une liste des actions individuelles et collectives et à chaque fois elle dit combien ça coûterait, on va dire, en tout cas si ça demande un revenu élevé ou non, en CO2, combien ça nous permettrait de gagner, si ça a un grand impact ou non. Donc moi je trouve que c'était chouette et je voulais partager ça parce que je trouve que c'est une chouette façon de s'informer sur ce qu'on peut faire et quel impact ça a. Mais donc l'émission vraiment maintenant, elle est terminée malheureusement, donc c'est sur ces mots qu'on va clôturer. J'espère que ça vous a plu autour du plateau. Cette émission, toi ça n'a pas trop stressé, ça a été, tu t'es bien amusé? C'était trop bien, merci à tout le monde. Trop bien, mais j'espère en tout cas que vous qui nous regardez, ça vous a plu aussi. En tout cas, sachez que si cette émission vous a plu, vous pouvez la retrouver en différé sur Ovio, sur YouTube, également sur Vedia. On traite également du sujet de l'écologie aujourd'hui à l'écrit et en radio au niveau de Scanner, donc n'hésitez pas, vous retrouverez tout, parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, Insta, TikTok, bref, on est sur à peu près tout. Et on a également un site internet, c'est www.scan-r.be, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis
dis à bientôt pour une prochaine émission le mois prochain. Et d'ici là, salut tout le monde!